Alors que la COP28 a démarré à Dubaï, on va s'intéresser, nous aussi, sur le plateau de Smart Space, aux enjeux de durabilité, en particulier dans le secteur spatial, alors que les acteurs européens s'efforcent d'innover. Pour en parler, nous avons avec nous en plateau Xavier Laïro, cofondateur de la start-up Pangea Aerospace. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Nous avons aussi, pour participer à cet échange à distance, Luc Piget, directeur et cofondateur de ClearSpace, la société qui veut nettoyer l'espace. Bonjour Luc. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, je n'ai pas précisé Pangea Aerospace pour ceux qui ne connaissent pas encore cette start-up que vous mettez au point un moteur réutilisable. On va y revenir au cours de cette émission. Alors, entre révolution technologique et conscience climatique, Xavier Laïro, est-ce qu'on est un peu écartelé aujourd'hui ? Moi, je pense plutôt le contraire, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, le secteur spatial prend conscience des enjeux écologiques. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que les volumes n'étaient pas suffisamment grands pour que ce soit un grand sujet. Mais aujourd'hui, avec l'essor de nouvelles compagnies, avec la croissance de l'activité dans le domaine spatial, c'est de plus en plus un sujet au cœur des activités d'organismes et d'institutions comme l'ESA, comme le CNES, mais aussi et surtout de compagnies du New Space comme nous. Nous, par exemple, nous travaillons sur des systèmes de propulsion, nous travaillons sur des petits systèmes de propulsion et des grands systèmes de propulsion, c'est-à-dire pour des satellites, mais aussi pour des lanceurs. Et notre mantra, nous en avons plusieurs, mais nous faisons des moteurs qui sont très performants et qui utilisent tout le temps des ergols, c'est-à-dire des combustibles verts pour substituer le kérosène, par exemple, ou substituer l'hydrazine quand on parle de mobilité dans l'espace. Pour autant, l'impact zéro n'existe pas et il n'existera pas dans votre technologie non plus. Bien sûr, l'impact zéro n'existe pas, mais nous réduisons énormément, par exemple, la création de CO2 quand on va faire une combustion à travers du méthane, ou quand on parle de propulsion dans l'espace, nous avons éliminé l'hydrazine, qui est quand même quelque chose de très polluant, un produit chimique même assez dangereux et cancérigène. Dans votre carburant, on parle d'un carburant durable issu d'un mélange de méthane et d'oxygène liquide, c'est bien ça ? Exactement. Qui donc doit avoir un impact combien de fois inférieur à ce qui existe aujourd'hui, donc, on le sait ? En plus ou moins la moitié. Okay. Ce qui est important de noter, c'est que toutes les entreprises un peu à la pointe travaillent vraiment sur des moteurs méthane. Jusqu'à maintenant, on travaille avec du kérosène parce qu'on le connaît bien, le kérosène. Mais c'est vrai que le méthane a plusieurs avantages. Dans la combustion, déjà, on va avoir moins de produits polluants quand on fait la combustion, mais aussi, et c'est très important, ça facilite la réutilisation. Ouais. Donc on peut réutiliser avec du kérosène, mais c'est quand même plus facile avec le méthane. Luc Piget, de votre côté, est-ce que vous avez ce sentiment d'être écartelé entre ces ambitions technologiques et cette conscience climatique aujourd'hui, malgré que vous adressiez un secteur ultra concerné, puisque vous proposez d'aller désencombrer l'espace ? Oui, donc moi je pense que effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup qui est fait aujourd'hui, qu'il y a une vraie sensibilité. C'est naturellement l'état de développement de l'industrie spatiale n'est pas le même que si on prendrait l'aviation ou l'automotive en matière de maturité. C'est-à-dire que c'est une industrie qui est derrière ces industries-là. Donc il y a tout un tas de dimensions où les technologies doivent encore maturer et ça va prendre un peu de temps pour vraiment implémenter des solutions qui sont durables, que ça soit autant durable au niveau opérationnel comme ce que ClearSpace est en train de faire, ou durable en matière de produits générés, disons, à travers les opérations, comme ce qu'est en train de faire Pangea. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de sensibilité très tôt. Il reste quand même encore beaucoup de travail à faire. Et après, il y a aussi une compréhension qui est nécessaire, qu'on ne peut pas s'attendre au même niveau de standard et de maturité de nouvelles technologies qui viennent d'émerger que de celles qui sont établies depuis 40 ou 50 ans en matière de ce qu'on peut atteindre. Donc, c'est ça tout l'enjeu. L'industrie part dans la bonne direction. C'est ça toute la difficulté de vos positions aussi aujourd'hui, c'est qu'on a un enjeu très fort en Europe d'être rapide, agile, rentable, compétitif, mais on vous demande aussi d'être en accord avec les enjeux d'aujourd'hui et de demain qui sont ceux de la durabilité. Mais à nouveau, je suis d'accord avec Luc parce que ça n'a pas pourquoi, il n'y a pas une raison par laquelle ça doit clasher. Par exemple, si je reviens au méthane, le méthane est quand même
plus efficient que le kérosène, c'est-à-dire il y a une plus grande densité énergétique, donc on peut emmener plus de kilos en orbite par kilo de carburant qu'on va brûler. Ce n'est pas le cas avec l'hydrogène. L'hydrogène est encore plus performant que le méthane, mais l'hydrogène est très, très complexe à utiliser, par exemple, dans le segment sol. La même chose pour ClearSpace. ClearSpace, finalement, va prendre des objets qui sont en orbite et essayer de les sortir de l'orbite ou bien de les réutiliser. Et ça, c'est très important pour avoir de la durabilité. Et ça passe aussi par des lois. Et là, c'est un autre sujet qu'on pourrait... La réglementation aussi. Aujourd'hui, on est plutôt autour d'un vide juridique, mais ça se met en place pour mesurer l'impact de notre activité sur le spatial. Alors, je comprends bien que pour vous, le développement technologique n'est pas forcément en contradiction avec les enjeux de demain, mais les usages peut-être le seront. Vous proposez des moteurs qui iront à la fois pour des satellites, mais aussi pour des lanceurs. Proposer des moteurs réutilisables ou proposer une agilité en orbite, c'est aussi garantir une fréquence plus importante de lancement et de l'activité spatiale demain. Et ça a un rôle qui peut être un peu antinomique par rapport aux enjeux climatiques. Oui, absolument. Après, tout le but, c'est que avec l'augmentation qui est prévue dans le secteur spatial, l'augmentation en pollution, par exemple, soit mineure. Ça, c'est un des objectifs et ça passe notamment par la réutilisation. Ça passe par les ergols, les carburants, les combustibles que nous allons utiliser, entre autres. Donc, il y a des choses à faire et je pense qu'on est dans la bonne voie. Envoyer plus, mais pour moins d'impact. Exactement. C'est ça l'objectif. Vous êtes d'accord avec cette vision, Luc Piguet ? Donc, oui, moi je pense qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'industrie spatiale se développe beaucoup plus vite qu'on puisse suivre en matière de durabilité. Donc, il y a un développement très rapide des opportunités et de l'environnement spatial. Il faut s'imaginer, en fait, cette infrastructure dans 5 ou 10 ans et se poser la question, comment est-ce qu'il faut la maintenir? Comment il faut s'assurer? Qu'est-ce qu'on doit avoir en orbite pour être durable dans l'opération? Et ça, c'est absolument fondamental. Aujourd'hui, le risque, moi, je vois au niveau des réglementations en particulier, c'est qu'on veut y aller trop vite. Donc, c'est-à-dire, il y a un certain nombre de réglementations pour implémenter la durabilité et s'assurer qu'on élimine des débris d'orbite qui sont indispensables. C'est nécessaire de ne pas laisser les choses en orbite. C'est nécessaire d'essayer de développer autant que possible avec des objectifs de durabilité des systèmes qui ont un impact minimum sur l'environnement. Mais en même temps, implémenter des réglementations qui sont trop extrêmes au niveau des obligations et par exemple, des sécurités d'opération peut générer une situation où ça devient très difficile en fait de créer l'industrie qui va permettre de produire cette durabilité. Donc, un des risques qu'on court aujourd'hui, c'est qu'on implémente des standards ou des lois ou des réglementations spatiales qui imposent une sécurité qui est tellement élevée que, par exemple, des services comme les services de ClearSpace deviennent particulièrement difficiles et deviennent beaucoup trop chers pour pouvoir vraiment adresser les fondamentaux. Si vous imaginez, par exemple, qu'on applique les standards qu'on applique à la voiture d'aujourd'hui à la première voiture en matière de sécurité, on n'aurait peut-être pas d'industrie automotive aujourd'hui. Donc, c'est ce genre d'équilibre qu'il faut savoir gérer et il faut effectivement implémenter des réglementations, il faut donner aussi des objectifs en matière de durabilité, mais il faut le faire de façon intelligente pour permettre que les capacités puissent se développer pour permettre un environnement durable dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et que ça soit simplement ça fasse naturellement partie de l'écosystème spatial. Mais je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose. Il y a un décalage en fait aujourd'hui, et peut-être que vous en faites les frais avec votre arrivée. C'est qu'il y a une vague de nouvelles technologies qui arrive après déjà celles qu'on a pu découvrir outre-Atlantique, notamment avec SpaceX. Et on est là aujourd'hui à débattre de votre impact carbone, de vos résolutions environnementales vs votre développement technologique, pendant que outre-Atlantique, on est aussi dans le même temps ébahi par des lancements SpaceX qui sont répétés. Un nouveau record en septembre, c'était déjà 62 lancements par an pour Falcon 9. L'objectif à terme avec Starship, c'est aussi de recréer une cadence telle et une capacité d'emport dans l'espace démesurée presque, on pourrait dire comme ça. Vous faites un peu les frais de ce développement outre-Atlantique et peut-être vous avez aussi, vous aussi, ce sentiment qu'on vous coupe un peu trop les ailes avant d'avoir eu le temps de développer la techno pour aller plus loin? Nous, personnellement, chez Pangaea Aerospace, non. Mais parce qu'on s'est toujours positionné, comme je le disais au début, sur des systèmes de haute performance, durabilité et un coût optimisé. Et ça, pour nous, c'est vraiment notre mantra. Et on a la chance, avec au moins les moteurs,
que les moteurs qui marchent le mieux sont ceux qui utilisent les ergols les plus durables. À nouveau, hydrogène, méthane, puis après on parle de kérosène, puis les solides, qui sont les moins verts. Aujourd'hui, toute l'industrie est dans cette logique de développement de moteurs méthane. C'est-à-dire Starship utilise des moteurs méthane. Ariane Group travaille sur Prometheus, qui est un moteur méthane. Ce sont ce type de moteurs qui voient le jour et qui sont déjà réfléchis et pensés pour le futur et pour être réutilisables. Et je pense que c'est la seule façon que nous avons dans le secteur des lanceurs de réduire notre impact, qui d'ailleurs, même avec 62 lancements par an, est totalement anecdotique par rapport à l'aviation ou par rapport à l'industrie automobile. Oui, mais est-ce qu'on doit pour autant développer une nouvelle industrie qui irait être compétitive en termes d'impact carbone avec l'aviation? Je pense que la question du coup, elle se pose sur les services que nous donnent les satellites que nous avons en orbite et l'exploration. Pour moi, c'est ça la grande question. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup d'explorer l'univers pour comprendre mieux plein de phénomènes scientifiques, historiques, etc. Et est-ce que ça vaut le coup d'avoir des satellites en orbite qui vont nous donner suffisamment de données pour être réactifs face au changement climatique et pour pouvoir bien analyser, par exemple, la montée des eaux? Et c'est ce trade-off qui, je pense, ne nous correspond pas à nos industries, mais je pense que il est clairement positif à l'augmentation des services qui proviennent des satellites en orbite dans ce trade-off. Mais alors justement, vous me faites une belle introduction pour ma prochaine question. Est-ce qu'il faudrait imaginer en Europe orienter le projet spatial européen vers une priorité unique qui serait la préservation de la Terre, la surveillance de l'environnement, de la même façon peut-être qu'on a essayé d'implémenter une vision européenne de la donnée, c'est-à-dire vraiment décider de dédier le secteur spatial européen à la protection de l'environnement et donc d'orienter toutes ses missions et ses commandes publiques dans cette direction? C'est une bonne question. Je pense que du côté entreprise, ce qui est important, c'est que les comptes de résultats soient positifs. Et ça, donc, ça veut dire des marchés derrière. Donc, pourquoi pas avoir cette différence européenne, si on peut la nommer un peu comme ça. Je pense qu'on y est un peu déjà dans cette logique et en faire une force. Néanmoins, les entreprises privées qui opèrent, que ce soit des entreprises avec un incroyable héritage ou des entreprises qu'on peut appeler New Space, doivent trouver leur compte dans tout ça. Bien sûr. Luc Piguet, est-ce qu'on n'a pas déjà trop d'acteurs pour penser à réduire nos priorités? Alors non, je pense qu'en fait, de nouveau, c'est toujours difficile de se projeter dans le futur. Si vous imaginez-vous que vous inventez la voiture il y a 200 ans et vous dites, c'est super, ça a 4 roues, ça peut aller de Paris à Madrid en 16 heures et ça peut transporter des biens, des personnes. Les gens vous diraient, vous êtes fous, c'est pas possible, il faudrait des routes partout. C'est toujours difficile de projeter à quoi va ressembler l'environnement demain. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait une stratégie, une roadmap au niveau de l'Europe de ce qu'on veut réaliser et qu'on crée un contexte qui optimise finalement les chances de succès de l'industrie spatiale européenne. Et ça veut dire qu'elle devienne compétitive, plus rapide, qu'on puisse avoir une approche peut-être des fois un peu plus risquée dans les implémentations de projets qu'on fait. Et après, évidemment, quand on met en place des réglementations ou qu'on le fait avec une roadmap, on se dit, aujourd'hui, ce qu'on veut atteindre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut atteindre dans 5 ans? Qu'est-ce qu'on veut atteindre dans 10 ans? Dans 15 ans? Et puis qu'après, les réglementations soient alignées et aussi le procurement soit aligné avec une stratégie finalement européenne. Et je pense que ça a beaucoup de sens. Il faut aussi maintenant, en même temps, il faut aligner cette question de la réglementation, pardon, je vous coupe Luc Piguet, avec les autres industries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données sur à quoi ressemblera le monde de demain si on ne change rien, elles sont là, elles existent, elles ne sont pas réjouissantes. Donc l'idée, c'est peut-être si ce n'est de ne pas précipiter la réglementation aujourd'hui sur le secteur spatial, de l'accorder et de prendre la mesure de ce que sera le secteur spatial par rapport au reste des industries. Et là, on sera peut-être plus précis. C'est juste, je pense que ce qu'il faut, c'est pas attendre de façon passive pour voir ce qui va se passer demain, mais d'être actif et de faire un choix au niveau d'une stratégie qu'on déroule. Et je pense, par exemple, les activités qu'on fait aujourd'hui avec l'ESA, c'est un exemple de ça. On dit, il y a besoin d'une dépanneuse dans l'environnement spatial, donc on crée les moyens pour la produire et on crée la possibilité pour le New Space d'avoir du succès dans cet environnement en Europe.
Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est indispensable. Et ça, c'est une stratégie à long terme. On se dit, ben oui, c'est nécessaire, c'est des technologies qu'on pense qui ont de la valeur. La propulsion, évidemment, c'est une technologie clé pour l'industrie spatiale. À quoi est-ce qu'elle doit ressembler demain? C'est ça la question qu'il faut se poser. Absolument. Pardon, si je peux revenir sur ce que disait Luc. En fait, il a parlé de deux sujets qui, pour moi, est la création du marché institutionnel, c'est-à-dire de déjà acheter aujourd'hui en tant qu'agence spatiale européenne des services de debris removal, qu'on pourrait appeler en anglais, et qui pour nous, finalement, qui sommes ceux qui vont fournir des systèmes de propulsion, ben, ça ne fait que croître l'intérêt parce que les grands problèmes de la durabilité dans l'espace, c'est les émissions des lanceurs qui sont très petites, à nouveau, sur les émissions globales, et les déchets spatiaux. Les déchets spatiaux, quand on a de la propulsion à bord d'un satellite, n'existe pas, en théorie. Pourquoi? Parce que le satellite peut partir de l'orbite pour aller dans une aire... Exactement, faire un désorbitage. Donc, en fait, on va résoudre ce problème avec, en plus de la propulsion verte, qui n'utilise pas des produits chimiques qui sont cancérigènes, par exemple. Alors, j'aimerais bien vous lire une publication que j'ai aperçue cette semaine de Thomas Pesquet, qui réagit justement à la COP 28, dans laquelle il dit, je cite, « Le progrès technique devra nécessairement s'accompagner d'un débat de société sur quels usages du carbone sont acceptables pour le bien commun et lesquels le sont le moins, en attendant une décarbonisation complète qui prendra du temps et qui doit être amortie socialement. » Qu'est-ce que ça vous évoque, un ambassadeur du spatial qui invite à tempérer d'une certaine façon, en tout cas c'est l'interprétation qu'on peut en faire, la course au développement technologique? Oui, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Il faut voir sur quel secteur on agit. Non? Est-ce que dans l'aviation, qui est aujourd'hui un énorme sujet d'ailleurs en France, est-ce qu'il faut continuer dans cette croissance qui pour bouger une personne d'un point A à un point B, crée un impact carbone énorme. Et c'est pour ça que je reviens sur le spatial et comment l'utilisation du spatial en fait, est en train de nous aider dans cette période très complexe qu'on vit grâce à l'imagerie, grâce à la connectivité et grâce au suivi de ce qui se passe sur Terre. Donc, je pense que finalement, ce tweet ou cet article de M. Pesquet ne vient plus que renforcer le besoin de spatial dans toutes ces activités de monitoring de ce qui se passe sur Terre. Et pour moi, c'est une des activités qui doit continuer. Ce qui interpelle, en fait, je vous laisse réagir, Luc Piguet, et peut-être vous pouvez réagir là-dessus. Ce qui interpelle, c'est de rappeler qu'il faudrait sous-peser ce qui est acceptable pour le bien commun. Et c'est bien là la difficulté aujourd'hui que rencontre le spatial, c'est de faire comprendre qu'il s'agit du bien commun. La question, je pense, elle est fondamentale, c'est une question de qu'est-ce qui définit le succès. Et si le succès, c'est le succès purement financier, on ne va pas résoudre les problèmes de fond qu'on a. C'est juste pas possible. Parce qu'on ne peut pas optimiser les résultats financiers purs sans avoir un impact néfaste sur le long terme. C'est simplement une équation qui ne marche pas. Donc aujourd'hui, ce qui soulève est juste. Ce qu'il faut, c'est redéfinir c'est quoi le succès. Et le succès, ce n'est pas juste un succès financier, ça en fait évidemment partie. Au final, il faut avoir des entreprises qui soient elles-mêmes durables et qui puissent croître et qui puissent réussir. C'est aussi de s'assurer qu'on mette en place un système qui soit durable. Et si la durabilité ne fait pas partie de la définition du succès, on va sur le long terme certainement pas réussir à résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui et notre succès ne peut être que passager. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de débattre avec nous sur cette question de l'environnement, de ce dilemme dans le secteur spatial. Il y a des solutions, vous dites, on vous a entendu aujourd'hui tous les deux, allier la durabilité et le succès pour se projeter sur l'avenir, travailler sur les modes de propulsion, mais aussi sur les solutions de désencombrement pour répondre aux principaux enjeux de durabilité dans le secteur spatial. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission. À la production, Lily Zalkin, comme toutes les semaines avec nous. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.